Un roman policier mystérieux, palpitant et captivant. Chapitre Permer le scorpion et métaphysique, putréfaction et mort, régénération, passion, luxure et violence, perspicacité et profondeur, héritage et perte, occultisme, astrologie, emprunt et don, possession des autres. Ceux qui sont nés sous le signe du scorpion sont magiciens, astrologues, alchimistes, chirurgiens, esclaves, entrepreneurs des pompes funèbres. La pierre précieuse du scorpion est la topaze. Sa plante, le cactus. Sa partie du corps, l'appareil génital, son arme la douleur et sa carte dans le tarot, et la mort. Fine partageait avec l'empereur Tibère son jour anniversaire de naissance, le 16 novembre. Un ami de sa mère, qui était devin et qu'elle avait rencontré dans un hôpital psychiatrique, lui avait prédit qu'il vivrait jusqu'à accent grave un âge avancé et connaîtrait une mort violente. Le matin de son 26e anniversaire, l'un des enfants Caiapha vint lui apporter l'argent dans un paquet. Il frappa à la porte de Fine. Quelqu'un, en bas, lui avait, sans doute, ouvert. Caiapha ignorait que c'était son anniversaire. Fine comprit que ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Il ouvrit le paquet et contrôla. Le compte y était, 2500 livres en billets de 10 livres. Maintenant qu'il avait l'argent, il devait faire son travail et autant commencer tout de suite. Elle était trop tôt pour aller voir Léna. Elle aimait dormir tard le matin. Non qu'elle lui reprocherait de la réveiller le jour de son anniversaire, au contraire, elle aurait aimé qu'il le fît, mais il préférait quand même s'en abstenir. Il mit l'argent en sûreté et descendit. Fine était très grand, maigre et pâle. Il aurait presque été albinos, si sang avait été la couleur grise de ses yeux. Il était remarquable que des yeux d'une nuance aussi insipide fussent aussi perçants et brillants comme dès l'argent poli. Dans son enfance, ses cheveux avaient été de ce blond tresse-pâle presque blanc, propre aux albinos, mais par la suite, ils étaient devenus teint beige grisâtre. Si son visage était fort ordinaire, ce n'était pas vrai des yeux sous une longue vareuse, il portait un pantalon en coton bleu, une échemise à carreaux, une veste en velours, et autour du cou, une de ces charpes noires et triangulaires, avec des piécettes dorées cousues sur un côté, que portent les femmes grecques. Il tenait à la main une boîte à outils saine métal. Fine avait un long cou délicat et une petite tête. Ses poignets et chevilles étaient minces, mais ses mains étaient anormalement développées. Et elle monta dans sa camionnette garée devant chez lui dans leur Arthur Road. La rue était bordée de curieuses maisons de style gothique avec des spignons à redans et de grandes demeures victoriennes en briques rouges ainsi que de vieux immeubles hauts et étroits recouverts d'une couche de plâtre verdâtre. Fine ne s'intéressait pas à l'architecture. Il aurait aussi bien pu vivre dans une cave ou un grenier que dans sa chambre. Ayant enfilé ses gants, il démarra et partit en direction de la gare de Tufnell Park, en haut de la colline de Dartmouth Mark, dans la partie sud de Hampstead S.I. Elle était 9h15. Il passa sous le pont de la gare, remonta Savernake Road et s'arrêta à l'angle de Modena Road. De là, il pouvait surveiller la maison appartenant à Caiapha, un petit immeuble de 3 étages en briques rouges. Les phrasés furent les premiers à sortir. Ils partirent ensemble, bras dessus, bras dessous. 5 minutes plus tard, apparut Mrs. Ionide. Fine se souciait peu de ces gens-là. Il voulait seulement s'assurer qu'Anne Blake, qui prenait souvent un jour de congé, était sortie. Elle émergea de la porte à 9h30 et se dirigea, comme le sautre, vers la gare. Fine possédait une clé de la maison de Modena Road et y entra sans peine. Sa présence en tant qu'employé du propriétaire était parfaitement légitime, bien que ce qu'il avait l'intention de faire ne le fût pas. La sœur de Caiapha, Mrs. Ionide, occupait le rez-de-chaussée et l'Éphrasé le premier étage. L'Éphrasé avait accepté 2000 livres de Caiapha pour partir à la fin du mois. Mrs. Ionide ferait ce que voudrait Caiapha et il l'avait persuadé de retourner à Nicosie pour soigner leur vieux père. Caiapha s'était renseigné auprès d'un agent immobilier. La maison voisine, identique à la sienne, s'était vendue 60 000 livres en août dernier et les prix ne cessaient de monter, mais l'agent immobilier lui avait bien fait remarquer que l'immeuble était libre de toute occupation. Caiapha avait tout raconté à Fine. C'était ainsi qu'il était au courant. Elle se glissa dans l'entrée de Mrs. Ionide, puis dans son salon où l'un des cordons de tirage de sa fenêtre s'était cassé 1 ou 2 jours plus tôt. Il remplaça le cordon. Puis il monta au premier voir ce qu'il pouvait faire pour la fenêtre de M. Phrasé, qui laissait filtrer la pluie. Cela l'occupa jusqu'à accent grave l'heure du déjeuner. Elle avait emporté son repas dans un pot de grès. Ce n'était pas lui qui aurait mangé un hamburger, avec des frites et bu du thé noir. Dans le pot en grès, il y avait un mélange de fruits grossièrement coupés, de levure et des yours que Fine mangea avec une tranche de pain noir. Il but aussi le contenu d'une boîte de jus d'ananas.
C'était son fruit préféré. Après son repas, il s'assit, les jambes croisées, sur le tapis et commença une séance de méditation. Bientôt, les yeux fermés, il éprouva une sensation de lévitation qui le porta jusqu'à la hauteur du plafond d'où il apercevait à travers la fenêtre déphasée les hauteurs verdoyantes de Hampstead Heath se détachaient sur le ciel gris. Cette méditation quotidienne avait toujours sur lui un effet rafraîchissant. Il ressentait une merveilleuse impression d'énergie renouvelée qui courait le long de ses bras et apportait une sorte d'électricité au bout de ses doigts. Son aura était probablement très lumineuse, mais il ne distinguait pas les auras aussi bien que Lena et Mrs. Gogarty. Aussi était-il inutile de regarder dans la glace. Et elle reprit sa boîte à outils et monta au dernier étage. À l'encontre d'Ephrasé et de Mrs. Ionide, Anne Blake n'avait pas donné au représentant de Caiapha l'autorisation de pénétrer dans son appartement, mais Caiapha lui avait remis une clé. Finn ouvrit la porte d'Anne Blake, entra et referma la porte derrière lui. Les murs étaient tapissés d'un papier avec un dessin de William Morris représentant des boutons d'or et des aubépines sur fond bleu. La moquette était également bleue. Anne Blake vivait là depuis que Caiapha avait acheté la maison 10 ou 12 ans plus tôt, et elle refusait de partir même pour une plus forte indemnisation que celle offerte aux Phrasé. Elle avait déclaré à Caiapha qu'elle ne partirait pas pour 20 000 livres et il ne pouvait l'y obliger, la loi étant du côté du locataire. Il n'aurait cet appartement, avait-elle ajouté, qu'en passant sur son corps. Finn eut un petit sourire dans la pénombre du hall. Et elle ouvrit le placard entre la salle de bain et la porte du living room et en sortit une échelle en aluminium. Elle était si légère qu'un enfant aurait pu la soulever d'une seule main. Finn la porta dans la salle de bain. La pièce était petite. Pas plus 2,50 m sur 2 mètres. Au-dessus de la baignoire, dans le plafond se trouvait une trappe donnant dans un grenier. Sans cette trappe, Finn aurait dû choisir une autre méthode. Il dressa l'échelle, puis il alla dans la chambre. Il y avait la même moquette bleue et le mur était peint en gris-argent. Il n'y avait pas de chauffage central dans la maison et chaque locataire utilisait son propre moyen de chauffage. Anne Blake possédait un appareil électrique mural dans la cuisine, un chauffage au gaz dans le living room et un radiateur électrique transportable dans sa chambre. Il n'y avait aucun chauffage dans la salle de bain. Finn brancha le radiateur électrique et quand il vit les deux éléments parallèles rougir. Il éteignit l'appareil. Il grimpa ensuite à l'échelle et ouvrit la trappe, une torche à la main. La zoupante contenait un réservoir à eau et un grand nombre d'objets hétéroclites devenus inutilisables. Finn était déjà monté là, une fois quand un tuyau avait gelé et une autre pour grimper sur le toit remettre des tuiles saine place, il avait une idée de ce qu'il pourrait trouver, car il était observateur et avait une bonne mémoire. Il avança avec précaution en faisant courir le rayon de sa torche sur une pile de magazines, une rangée des pots en verre, une vieille machine à écrire, des morceaux de tapis roulés, des plats dépareillés et trouva enfin ce qu'il cherchait, un réchaud électrique. La fiche était branlante et les éléments étaient recouverts d'une couche de graisse. Finn redescendit avec sa trouvaille et emboîta une prise dans la fiche. Il ne se passa rien. Peu importait. Faire ce genre de réparation était un jeu d'enfant pour Finn. Un vieux tuyau à gaz désaffecté passait derrière le réfrigérateur pour aller se perdre dans le grenier. Finn avait l'intention de l'utiliser. Il en coupa de morceaux à environ 10 cm au-dessus du sol, puis il retourna au grenier avec une ampoule de 100 watts au bout d'un long fil. Il eut au fait de trouver l'extrémité du tuyau à gaz et se mit en devoir de couper le bout de scellé. Tout en travaillant, il réfléchissait à la couardise des êtres humains, à leur peur, à leur réserve. Finn possédait un sens de l'humour particulier, assez éloigné de ce mélange d'ironie et d'incongruité qui va généralement avec ce mot. Il avait été amusé par la façon dont Caiapha, dans toutes leurs discussions, avait toujours évité de dire carrément ce qu'il attendait de lui. Il l'avait seulement laissé entendre. Finn, lui, avait confié Caiapha, « Je suis à bout d'arguments. Je lui ai proposé 5 000 livres, oui, 5 000 livres, pour quitter la maison. Je l'ai supplié à genoux d'accepter et qu'a-t-elle répondu ? Qu'il était regrettable que je sois jamais parti de Chypre. Eh bien, avait murmuré Finn dont c'était la locution favorite. Une expression d'une ineffable duplicité s'était lue sur le visage de Caiapha. Finn avait aussitôt deviné ce qui allait suivre. Il avait déjà exécuté diverses besognes pour Caiapha et d'autres, le genre de tâche qu'accomplit un homme à tout faire, mais jamais rien de cette envergure. Alors j'ai pensé que je ne lui ferai plus d'offres, avait repris Caiapha, je ne donnerai pas 5 000 livres à cette dame. Je préfère en faire profiter mon ami Finn. Je là n'avais pas été plus loin. De toute façon, Finn n'était pas homme invité aux confidences. Il avait seulement hoché la tête en répétant « Eh bien ».
tandis que Caiapha lui offrait un autre jus d'ananas en lui tendant la clé de l'appartement. Et aujourd'hui le premier versement de son salaire était arrivé. Il avait introduit une longueur de fil électrique dans le tuyau à gaz et son extrémité, derrière le réfrigérateur, ne serait visible que pour un observateur attentif. Il restait encore dans la soupente 3 ou 4 mètres de longueur de fil électrique. Finn était plus ou moins satisfait. Quelques années auparavant, il aurait accompli sa tâche sans tous cet attirail compliqué, sans autant de manipulation. Il songea avec nostalgie à son adolescence et à sa puberté, une douzaine d'années plus tôt, quand sa seule présence dans une maison suffisait à déclencher une activité d'esprit de frappeur. Il s'en souvenait comme un autre se serait rappelé un amour juvénile. Des briques volaient à travers les vitres, des tableaux tombaient des murs, une grosse pierre du jardin, que personne ne pouvait soulever, apparaissait brusquement au milieu du salon de Queenie. Ce pouvoir avait disparu avec la perte de son innocence, ou peut-être avec le hashish qu'un garçon de l'école lui avait donné. Finn ne fumait jamais maintenant, passe même du tabac, et il ne buvait pas d'alcool. Il ne le fallait pas si vous aviez l'intention de devenir un adepte, un homme puissant, un maître-point. Il essuya la baignoire pour effacer toute trace de son passage et replaça l'échelle dans le placard. Puis il rangea le réchaud électrique dans un sac en plastique. Cela avait été une longue journée de travail que Caiapha lui avait largement payée. Les phrasés allaient revenir d'un instant à l'autre. C'était de peu importance, pourvu que Finn fût sorti de l'appartement d'Anne Blake. Il referma la porte derrière lui. Il faisait sombre dans l'escalier, mais Finn n'alluma pas la minuterie. L'un des exercices auxquels il s'exerçait consistait à s'habituer à voir dans le noir. Dehors, l'air était étrangement clair pour une soirée si couverte. Les lampes jaunes et blanches des réverbères ternissaient l'éclat de la lune. À un moment où Finn mettait sa camionnette en route, il aperçut Mrs. Ionide qui traversait la rue et allait ouvrir la grille de la maison qu'il venait de quitter. Il remonta Dartmouth Park, en se glissant au milieu de la circulation. La maison où Finn habitait était un ancien hôtel particulier qui avait connu des jours meilleurs. Il grimpa lestement un escalier plus large que celui de Modena Road. On entendait de la musique derrière les portes closes, ainsi que des éclats de voix. Une odeur de cuisine et des senteurs de cannabis flottaient dans les couloirs. Finn passa devant la porte de sa propre chambre sans l'ouvrir et monta encore un étage. Arrivé sur le palier, il frappa à la première porte et entra sans attendre de réponse. C'était une grande pièce et non un appartement, bien que maintenant elle ait été divisée en 3, salon, chambre et cuisine. Finn avait lui-même monté les 2 cloisons. On entrait par la cuisine où des étagères superposées contenaient divers ustensiles de ménage dans un équilibre précaire. Dans le salon, mesurant environ 8 mètres carrés, d'innombrables petits objets, représentant une grande valeur pour leur propriétaire, étaient répandus sur toutes les surfaces utiles. Le fourneau à gaz était allumé. Dans sa cage, une petite perruche se balançait tandis que Lena consultait le pendule. « Eh bien, dit Finn en s'approchant de sa mère pour lui prendre sa main libre. Ils ne s'embrassaient jamais. Elle eut un vague sourire, comme si elle ne le voyait pas ou apercevait quelque chose derrière lui. Il s'assit à côté d'elle. Finn ne savait rien tirer d'un pendule, mais Lena avait une grande habileté pour s'en servir, exactement comme avec la baguette d'un sourcier. Ce dont était probablement une des conséquences de ce que les gens à l'hôpital appelaient sa schizophrénie. Le pendule était constitué par un pendentif en verre suspendu au bout d'une ficelle. Quand Lena le posait au-dessus de sa main droite, il tournait dans le sens des aiguilles d'une montrite. Quand elle le plaçait au-dessus de sa main gauche, il tournait en sens inverse. Elle lui demandait de répondre par oui ou par non, et elle notait les oscillations particulières. Le pendule venait de lui répondre à certaines questions. Elle soupira. Lena était vieille pour être sa mère. Finn pensait parfois que l'on voyait la lumière à travers cette mince créature transparente. Ses yeux ressemblaient à ceux de son fils, mais le regard était plus doux. Ses cheveux qui avaient été aussi blonds que ceux de Finn enfant, étaient revenus à leur blancheur première. Elle s'habillait chez les nombreux brocanteurs qu'elle prenait tant de plaisir à fréquenter et dont les boutiques abondaient dans ce quartier. La plupart du temps, elle était heureuse, mais elle connaissait aussi de moments de terreur. Elle se croyait la réincarnation de Madame Blavatsky, ce que l'hôpital qualifiait d'impersonnalisation d'une héroïne de roman. Finn, quant à lui, pensait que c'était probablement vrai. As-tu acheté quelque chose aujourd'hui ? Demanda-t-il. Elle hésita et eut un petit sourire malicieux. On aurait dit qu'elle cachait un secret qu'elle ne pouvait garder plus longtemps. Les yeux brillants, elle exclama : « C'est ton anniversaire. » Finn hocha la tête. Croyais-tu que je l'avais oublié ? Jamais. Il y a quelque chose pour toi dans ce sac.
Eh bien. Eh bien. 10 fines points dans le sac se trouvait une veste en cuir noir, râpée, usée, doublée de soie usagée. Fine l'enfila point. Eh bien. Eh bien. Répéta-t-il, point on aurait dit une veste militaire. Il boucla le ceinturon point. C'est la meilleure affaire que tu aies jamais faite. Le visage de Léna rayonna de plaisir point. Je te recoudrai la doublure point et elle retira la veste avec soin, en évitant d'accrocher les bouquets de fleurs sèches et les bibelots en porcelaine. L'oiseau se mit à chanter point. Que as-tu fait cet après-midi? Mrs. Urban est venue me voir point. Eh bien. Eh bien. Elle avait une nouvelle voiture verte, de cette couleur qui brille comme de l'argent. Elle m'a apporté des chocolats et elle est restée prendre le thé. Elle a préparé le thé elle-même. Elle n'était pas venue depuis que tu as posé ce mur pour faire ma chambre point. Cela lui a-t-il plu? Oh. Oui, elle a trouvé que c'était plus intime point. Eh bien, dit Fine, puis il ajouta, demande au pendule si cette année sera bonne pour moi point Léna tendit le fil. Elle s'adressa au pendule dans un murmure, comme si elle parlait à un enfant, en lui faisant des recommandations. La boule de verre se mit à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à grande vitesse point. Regarde, s'écria Léna, regarde. Tu vas avoir une année merveilleuse point ton 27e anniversaire. 3 fois, le pendule ne ment jamais. Chapitre I. Dans le parking couvert de gravier devant la maison des Urbanes, étaient entrangées les 3 voitures de la famille. La Rover noire, la Vauxhall verte métallisée et la Triumph blanche. Dans le salon, les Urbanes étaient assis et buvaient leur sherry, de l'Oloroso pour Margaret, de l'Amontillado pour Walter et du Tio Pepe pour Martin. En les voyant ensemble, ils faisaient en penser aux 3 ours du conte enfantin, bien que Baby Bear, en la personne de Martin, âgé de 28 ans, ne fût plus en résidence à Copley Avenue point tous les jeudis soirs, Martin dînait chez ses parents. Il revenait avec son père de leur bureau, juste au coin de la rue. Ils prenaient leur sherry, 2 verres chacun, car ils étaient attachés à leurs habitudes, puis ils dînaient et regardaient la télévision tandis que Mrs. Urban travaillait à son patchwork, point depuis qu'elle avait découvert ce travail, 1 an plus tôt, comme moyen thérapeutique propre à soigner sa ménopause, elle semblait perpétuellement accompagnée de petits hexagones fleuris. Le patchwork commençait à envahir la maison sous forme de coussins et de dessus de lit. Elle cousait calmement et son fils la fixait avec fascination tandis que son père discourait sur son sujet favori. L'impôt sur le transfert des capitaux. Martin avait une nouvelle à annoncer. Bien qu'il la connût depuis plusieurs jours, il avait préféré différer le moment d'en parler et ses sentiments étaient assez confus. À une satisfaction naturelle se mêlait un malaise et de la prudence. Il se sentait même un peu malade, comme on peut l'être la veille d'un examen ou d'une entrevue importante. Margaret Urban tendit son verre pour le faire remplir. C'était une grande femme sculpturale, ressemblant au portrait de Clytemnestre par ses tons. Quand elle eut dégusté son sherry, elle coupa un morceau de fil et offrit à l'inspection de son mari et de son fils une longue bande d'hexagones rouge-sais pourpre reliés entre eux. Cela eut pour effet immédiat d'imposer silence à Walter Urban. Martin murmura que c'était là une combinaison de couleurs laquelle il n'aurait pas songé. Sa mère poussa un soupir d'artiste incomprise et roula son patchwork avant de sauter sur ses pieds et de se diriger vers la cuisine pour surveiller ses casseroles. Mère, attendez une minute, dit Martin, j'ai quelque chose à vous dire. Maintenant que le moment était venu, il s'expliqua avec gaucherie. Ses parents le regardaient dans un silence étonné. Mrs. Urban revint lentement sur ses pas, les yeux un peu écarquillés. Martin rit avec gêne. Je n'arrive pas encore à y croire moi-même. J'ai pensé que tu allais nous annoncer ton intention de te marier, dit sa mère. Me marier? Moi? Qu'est-ce qui a pu vous faire croire cela? Je ne sais pas, mais c'est une chose à laquelle on peut songer. Nous ne savions même pas que tu jouais au pronostic sur les matchs de football, n'est-ce pas, Walter? Combien dis-tu que tu as gagné? 104 650 livres et 46 pence. 104 000 livres. Mais voyons, il ne doit pas y avoir bien longtemps que tu joues? Tu ne le faisais pas quand tu vivais ici. J'y joue depuis 5 semaines. Et tu as gagné 104 000 livres et même près de 105 000 livres. Ne trouves-tu pas cela absolument stupéfiant, Walter? Un lent sourire détendit le beau visage de Walter Urban. Il aimait l'argent, moins pour le posséder que pour jongler avec, le faire multiplier, le préserver, en toute légalité, mais de façon subtile et raffinée, des griffes du fisc. Il aimait la pure beauté que l'argent représentait comme une abstraction, plus que comme des billets dans un portefeuille. Son sourire élargit. Je pense que cela appelle quelques félicitations, Martin, oui, de chaleureuses félicitations. Quel cachottier tu es.
Même aujourd'hui, 100 000 livres représentant une importante somme d'argent, une très respectable somme d'argent. Nous avons encore cette bouteille de Piperette siècle de notre anniversaire. Margaret? Pourquoi ne pas la déboucher? Des gains de cette sorte ne sont pas imposables, évidemment, mais il faudra penser à la façon de les investir de sorte que tu n'auras pas trop à payer au fisc, et si 2 experts financiers ne peuvent trouver un moyen d'y parvenir, qui le fera? Va chercher ce champagne, Walter. Quoi que tu fasses, ne rembourse surtout pas l'hypothèque sur son appartement. Souviens-toi que la détaxe sur le paiement des intérêts de ton hypothèque est une concession du gouvernement de Sa Majesté qu'un célibataire dans ta position serait fou de négliger. Il ne va pas garder cet appartement. Il va s'acheter une maison. Il pourrait devenir souscripteur à la Lloyd. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'achète pas une maison tout en gardant son appartement. Il pourrait acheter une maison en prenant une hypothèque de 25 000 livres. Va chercher cette bouteille de champagne, Walter. Voyons, mon chéri, qu'as-tu l'intention de faire de cet argent? As-tu des projets? Martin en avait fait. Ce n'était pas le genre de plan qu'il considérait comme de bonne politique de divulguer pour le moment. Aussi n'en dit-il rien à ses parents. Le champagne fut apporté. Finalement, ils s'installèrent devant l'inévitable ragoût accompagné de pommes de terre trop cuites, suivi d'un pudding maison. Martin offrit 10 000 livres à ses parents. Ils le remercièrent avec effusion, mais refusèrent. Jamais nous ne songerions à accepter ton argent, dit son père. Croise-moi, si tu as assez de chance, de nos jours, pour posséder un capital net de tout impôt, ne le lâche pas. N'aimeriez-vous pas faire une croisière autour du monde ou un voyage? Non merci, mon chéri, nous ne désirons vraiment rien. Je suppose que nous ne parlerons de tout cela à personne, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'intention d'en souffler mot à personne d'autre que vous deux. Martin observa l'expression d'intense soulagement de sa mère et cela, plus que toute autre chose, le retint d'ajouter qu'il y avait une autre personne à qui il se sentait obligé d'en parler. Il déclara seulement « Je préfère que cela reste un secret. » Bien sûr, approuva Walter, ta mère a raison. Tu n'aimerais pas se recevoir des lettres de solliciteurs. L'important sera de vivre comme si rien n'était arrivé. Martin ne répondit pas. Ses parents continuaient à le traiter comme si ces 104 000 livres étaient le résultat d'efforts prodigieux ou d'un génie naturel et non un simple effet de la chance. Il aurait aimé qu'ils acceptent un présent ou une partie de cet argent. Cela aurait apaisé sa conscience et effacé le sentiment de culpabilité qu'il éprouvait toujours le jeudi soir quand il disait au revoir à sa mère pour rentrer chez lui. Après 9 mois, elle était toujours encline à demander pourquoi il avait préféré s'en aller de Copley Avenue pour aller vivre dans son appartement de Highgate Hill. Et elle pénétra pourtant dans cet appartement du 7 Cromwell Court avec un profond sentiment de satisfaction qu'il éprouvait toujours en arrivant chez lui. Il y avait une odeur agréable, un mélange léger de nouveaux textiles, d'encaustique et de sel pour le bain. Il laissait toutes les portes intérieures s'ouvertes. Les pièces étaient impeccablement tenues. En entrant, on avait l'impression de voir une reproduction de la page centrale du supplément en couleur de Maison et Jardin, ou du moins, c'est ce que Martin espérait secrètement. Et elle gardait de telles pensées pour lui, et quand il recevait un nouveau venu, il le conduisait simplement dans le living room pour montrer la vue de Londres que l'on découvrait de la fenêtre. Si le visiteur faisait un compliment sur la table à café en verre dans son support en acier inoxydable, ou sur les cristaux suédois, ou encore sur les tableaux de l'école naïve yougoslave, il prenait au air modestement satisfait, mais c'était tout point ses sentiments à l'égard de son appartement étaient trop intimes pour être exprimés en public, et tout en éprouvant une réelle gratitude envers le destin, il ressentait une certaine frayeur à tenter la providence. Il lui arrivait de rêver que tout cela lui était brutalement retiré et qu'il se retrouvait de façon permanente dans la maison de Copley Avenue. Et elle alluma 2 lampes modernes à éclairage indirect. Les fauteuils et le divan étaient en rotin avec des coussins capitonnés. Maintenant qu'il avait gagné une importante somme d'argent, il pourrait les remplacer par un véritable ensemble recouvert en cuir brun point sur la table basse, entre le cendrier à dessin grec représentant un capricorne, son signe zodiacal, et un œuf en cristal. Il prit la liste qu'il avait établie le soir précédent et l'étudia. Il y avait 4 noms, Suma Bhavnani, Miss Watson, Monsieur Dibden, la belle-sœur de Monsieur Cochrane. Martin posa un point d'interrogation après ce dernier nom. Il n'était pas certain de son éligibilité pour le dessin qu'il se proposait et en premier lieu, il lui faudrait découvrir quel était son nom. Il attachait aussi quelques doutes sur la personne de Monsieur Dibden. En revanche, il n'en avait aucun concernant Suma Bhavnani. Il irait voir les Bhavnani demain, chez eux, dès qu'il aurait rencontré Tim Sage. Martin s'approcha de la fenêtre. Les tours de Londres se détachaient, à la fois sombres et lumineuses, dans le ciel, telle la toile de fond de quelques pièces de théâtre extravagantes.
Il tira le cordon des longs rideaux de velours vert foncé. Timsage. Depuis des jours, en fait depuis qu'il avait appris qu'il avait gagné un 5e au concours de pronostic, il avait évité de penser à accent grave Timsage, mais il devait le faire maintenant parce que demain Timsage viendrait à son bureau pour lui parler de ses impôts sur le revenu. Ce serait la première fois qu'il verrait Tim depuis 15 jours, et avant demain 3h de l'après-midi, il devait décider ce qu'il devait faire. Et que faire? Il n'avait rien dit à sa mère de son obligation de parler à une autre personne, mais c'était parce qu'il voulait éviter de l'inquiéter et non parce qu'il avait le moindre doute sur la conduite à tenir. Dès qu'il se laissait aller à penser à accent grave Tim, il savait qu'il devait lui parler. En vérité, il aurait déjà dû le faire. Le regard de Martin se posa sur l'appareil téléphonique recouvert de velours. Il devrait appeler Tim et tout lui raconter. Le père de Martin avait pour principe qu'il ne fallait jamais téléphoner à personne après 10h30 du soir et avant 9h du matin, sauf en cas d'urgence. Rien n'était urgent dans cette affaire et il était 11h moins 10. De plus, Martin éprouvait un sentiment bizarre à l'idée de téléphoner à Tim chez lui. Il ne l'avait jamais fait. De l'aveu même de celui-ci, il vivait de façon bohème, sans parler de ses arrangements domestiques. Il ne savait même pas qui lui répondrait au téléphone. Martin se détourna et alluma une autre lampe. Après réflexion, il s'éservit un whisky. Il serait ridicule de téléphoner à Tim alors qu'il le verrait demain. En buvant son whisky, il se dit que, naturellement, c'était parce qu'il devait voir Tim le lendemain qu'il n'avait pas pris la peine de lui téléphoner plus tôt. Martin était un homme en bonne santé, bien bâti, de taille moyenne, avec des épaules un peu trop larges. Lorsqu'il portait un pardessus, il avait l'air engoncé et plus vieux que son âge. Il avait un grand front et un menton carré, mais autrement, ses traits étaient fins et réguliers. Ses cheveux bruns et frisés commençaient à éclaircir en forme de M sur le front. Suivant l'exemple de son père, Martin portait toujours un costume classique pour aller au bureau. Chez lui, il mettait un tablier pour laver la vaisselle. Jamais il n'aurait porté un tablier ordinaire, cela lui aurait semblé ridicule, mais ce modèle amusant, en toile cirée orange et marron avec une gigantesque boîte de sauce Worcester, était parfaitement convenable pour un homme. C'était sa mère qui le lui avait offert. Elle changea les draps de son lit, tâche régulière de tous les vendredis matin, mais il ne se livra à aucun autre travail ménager parce que M. Cochrane allait arriver à 8h30. Qu'il eut à son service un homme et non une femme de ménage était, dû à la loi de non-discrimination des sexes. Quand Martin avait passé une annonce dans le North London Post, il avait été tenu, par la loi, de ne pas se préciser qu'il recherchait une femme pour faire son ménage, et quand M. Cochrane s'était présenté, la même loi l'avait contraint à l'accepter. Sa mère lui avait fait remarquer qu'il avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Monsieur Cochrane arrivait habituellement juste après le facteur et avant le livreur de journaux, mais ce matin le jeune garçon qui les portait était en avance. Il était impensable que M. Cochrane fût en retard et Martin avait déjà parcouru les premières pages du Poste et du Daily Telegraph quand la sonnette retentit. À cet instant précis, il regrettait toujours que ce ne fût pas une femme de ménage maternelle, une de ces créatures démodées, qui, même si elle ne l'avait pas forcément appelé « monsieur », l'aurait cependant traité avec respect en lui montrant une certaine considération pour ses désirs. Il avait lu de descriptions de ce genre de serviteur dans les livres. Cependant, il était inutile de rêver alors que M. Cochrane allait arriver comme tous les vendredis et comme il le ferait, vraisemblablement, dans les 10 années à venir car il aimait son travail et avait plusieurs places similaires les autres jours de la semaine dans le quartier. Martin ouvrit la porte. Mr. Cochrane mesurait environ 1m70. Il était sec et nerveux. Une touffe de cheveux laissait voir sa tonsure. Il apportait avec lui une petite valise contenant les ustensiles de ménage, car il ne faisait pas confiance à ses employeurs pour les lui fournir. Béjour, Martin. Martin dit bonjour. Il n'appelait plus depuis longtemps M. Cochrane par son nom. Il avait commencé par l'appeler M. Cochrane, et l'autre l'avait appelé Martin. Sur quoi, ce dernier lui avait demandé quel était son prénom. Dans un de ces brusques accès de colère dont il était coutumier, M. Cochrane avait refusé de le lui donner, s'exclamant que c'était une honte à notre époque de demander à un vieil homme, presque assez âgé pour être votre grand-père, de l'appeler « monsieur ». C'était revenir au temps du fascisme, comme si lui, M. Cochrane, n'avait pas travaillé assez dur au cours de sa misérable vie. À l'entendre, il avait été le valet de chambre d'un personnage plus ou moins aristocratique en Bavière, mais cela, Martin ne le croyait pas. Pour lui, les valets de chambre faisaient en partie d'une race depuis longtemps disparue. Dans son travail, il était parfait. C'était la raison pour laquelle Martin, et, sans doute, ses autres employeurs, le gardaient, en dépit de sa familiarité et de ses colères. Il nettoyait, frottait,
astiquait, et repassait à grande vitesse. Martin le regarda ouvrir sa valise et en sortir une blouse en grosse toile kaki, les chiffons pour l'argenterie et un flacon d'aérosol pour les meubles point. « Comment va votre belle-sœur » demanda Martín. Monsieur Cochrane était en train d'enfiler ses gants en caoutchouc point. Elle n'ira pas mieux tant qu'elle ne pourra aller vivre ailleurs. Martin point sait déjà bien assez de supporter ses noirs. Cochrane était un raciste féroce. Maintenant, ils ont des perceuses sur pneumatique. Elle n'ira jamais mieux tant qu'elle sera là. Aussi vous pouvez vous épargner la peine de poser des questions à son sujet. Elle a droit à 3 heures de perceuse sur pneumatique le matin et autant le soir. Les ouvriers eux-mêmes ne peuvent le faire fonctionner plus de 3 heures à la file, c'est vous dire. Mais il est inutile de se plaindre, Martin, n'est-ce pas ? C'est ce que je lui ai dit. À quoi sert de pleurer dans mon giron, je n'y peux rien, je ne suis qu'un pauvre domestique point. Quel est son nom ? Monsieur Cochrane s'arrêta de frotter l'évier et se retourna brusquement. Pourquoi voulez-vous toujours savoir le nom des gens ? À quoi cela vous sert-il ? Elle s'appelle Mrs. Cochrane, bien entendu. Martin s'interdit de demander son adresse. Il pensa que les descriptions réitérées de la porte de l'immeuble de North Kensington et sa situation géographique lui permettraient de le découvrir tout seul. S'il le désirait toujours. 10 minutes passées en compagnie de M. Cochrane lui donnaient l'impression qu'il existait des candidats plus méritants pour ces bontés qu'est la famille Cochrane Suma Bhavnani, Miss Watson, M. Dibden. Il empocha sa liste de craintes que M. Cochrane ne la trouvât et ne se lança dedans des spéculations paranoïaques. Comme d'habitude, il partit travailler à 9h10, en passant par Archway et Horncellan. Parfois, pour varier un peu, il roulait à travers Highgate Village et traversait Southwoodland et 1 ou 2 fois, par un beau matin d'été, il était allé travailler à pied, comme il avait fait le jour où il avait rencontré Tim dans les bois. Les bureaux de Urban, Wedmore, Mackenzie et compagnie, conseiller fiscaux que c'était dans Park Road, dans un bloc d'immeubles entre Etelden Avenue et Cranley Gardens. Walter Urban était l'expert sur les questions relevant de l'impôt sur le revenu. Clive Wedmore était spécialiste de l'investissement, tandis que Gordon Titterton connaissait sur le bout des doigts les complexités des taxes sur la valeur ajoutée. Martin ne s'était pas spécialisé, elle s'occupait des questions d'ordre général et son bureau était le plus petit elle savait qu'il continuerait à faire ce travail le reste de sa vie et pourtant son cœur n'y était pas. Bien qu'il ait essayé, il n'avait jamais éprouvé cet enthousiasme dans la manipulation de l'argent de façon abstraite que possédait son père. Il n'arriverait même pas à comprendre la fascination qu'exerçait la bourse sur Clive Wedmore. Peut-être aurait-il dû choisir une autre profession. Mais les matières qui l'avaient intéressé quand il poursuivait ses études offraient peu de débouchés, romancier, explorateur, cinéaste. On ne pouvait considérer ces professions sérieusement. Il n'avait pas choisi son métier. Il lui avait été imposé. Parfois, il pensait qu'il l'avait passivement accepté parce qu'il ne pouvait supporter l'idée de décevoir son père. Ce métier lui apportait aussi la sécurité et une respectabilité satisfaisante. Et elle n'aurait pas aimé un travail ou un style de vie comme ceux de Tim. Il était fier des années d'études qu'il avait derrière lui, du savoir acquis, et il était bien décidé à ne pas laisser son manque d'enthousiasme le conduire à des omissions ou des erreurs de jugement. Il aimait aussi son bureau avec la vue sur les arbres d'Alexandra Park, des arbres qu'il connaissait depuis son enfance. Martin n'avait pas de clients ce matin, ni d'appel téléphonique à Donroux à recevoir. Il passa près de 3 heures à démêler les comptes tenus de façon fantaisiste par un promoteur qui n'avait pas payé un penny d'impôt sur le revenu depuis 15 ans. Le visage radieux, son père vint le voir. Il réagissait à la nouvelle du Guénaud concours de pronostic, comme il avait fait lorsque son fils avait été reçu à ses derniers examens. Quand il fut parti, Martin demanda à Caroline, que Gordon et lui se partageaient comme secrétaire, de lui apporter le dossier de M. Sage. Elle l'ouvrit et le compulsa, sans vraiment regarder les déclarations et les rapports de Tim lui-même. Dans 2 heures environ, Tim serait assis en face de lui et il n'avait toujours pas décidé ce qu'il allait faire. La ferme détermination de la nuit dernière avait été, non pas écartée, mais certainement affaiblie par la vue du North London Post. Il devait prendre une décision avant les 2 prochaines heures. Chapitre I. Martin avait connu Tim Sage à la London School of Economics. Ils avaient été camarades de classe, sans plus. Tim avait quitté l'école au bout d'1 an et Martin ne l'avait pas revu avant ce matin de printemps, dans Queen's Wood. 8 ans plus tard. C'était ce genre de matin brumeux et doré, annonciateur de chaleur, quand les hauteurs, au nord de Londres, sont telles que lorsque Turner les a peintes. C'était ce genre de matin où l'on abandonne sa voiture au garage. Martin avait marché jusqu'à Jackson Lane et Shepherd's Hill pour entrer dans les bois par un sentier partant de Priory Gardens.
Le bois était plein écureuils bondissants, et le silence n'était coupé que par le cri occasionnel d'un jet. Sous les pieds, on sentait des générations de feuilles de hêtre au-dessus de la tête, de jeunes pousses, nouvellement écloses, ressemblant à des morceaux de soie froissée. Cela avait été une expérience étrange et même un peu dramatique de longer ce sentier et de voir Tim surgir au loin, au-dessus de la courbe de la colline, l'idée que ce pouvait être Tim devenant peu à peu une certitude. Quand ils ne furent plus qu'à 50 mètres l'un de l'autre. Tim avait couru vers lui et s'était arrêté. Brusquement, n'est-ce pas là le docteur Livingstone ? Pourquoi pas ? Le journaliste retrouvant l'explorateur dans un bois. Curieuse sensation que l'émotion qui avait paru les étreindre et le plaisir que chacun avait éprouvé à la vue de l'autre, tels des frères réunis après une et longue séparation. Était-ce parce que la rencontre avait eu lieu un matin de printemps sous le couvert des arbres ? Était-ce l'improbabilité de ces retrouvailles dans un bois ? Martin n'avait jamais été capable de comprendre pourquoi cette rencontre de hasard lui avait apporté une telle sensation de bonheur et d'espoir, et pourquoi il avait, alors, envisagé une et longue amitié. C'était presque comme si lui et Tim avaient spontanément et simultanément reçu un coup de foudre. En prenant conscience de cet état de fait, Martin s'était senti à la fois surexcité et très effrayé. Avant de le quitter, Tim avait familièrement posé son bras sur l'épaule de Martin dans un geste de camaraderie courant chez un homme, mais qui laissa à Martin un sentiment de confusion et 2 jours plus tard, quand Tim lui téléphona, il lui fallut quelques secondes pour trouver sa voix. Tim désirait seulement savoir s'il pouvait le consulter à titre professionnel. Il était inquiet sur le montant des impôts qu'il avait à payer et sur les déclarations à faire pour ses piges. Martin accepta aussitôt de le recevoir, non sans une réserve mentale. Walter Urban prétendait qu'un homme ne peut se rendre compte si un autre homme est séduisant. Il ne peut juger que par rapport au sexe opposé. En pensant à cela, Martin fut troublé. Dans le cas présent, ce n'était pas vrai. Que pouvait-il en conclure ? Tim était beau. Il ressemblait à un acteur de cinéma, avec quelque chose d'impétueux et de flamboyant. On l'imaginait en duelliste. Ses cheveux étaient noirs, coupés courts pour la mode, mais moins courts que ceux de Martin. Ses yeux étaient bleus et très brillants. Ses pommettes hautes et sa mâchoire carrée lui donnaient un type slave. Ses lèvres étaient pleines comme celles d'une femme. Grand et très mince, il avait de longues mains fines et des doigts tachés de nicotine. Il fumait quand Martin l'avait rencontré dans les bois et il alluma une gauloise, le jour où il entra pour la première fois dans le bureau de Martin. Les affaires de Tim étaient beaucoup moins embrouillées que ne l'étaient celles de la plupart des clients de Martin. Il fut impressionné par le fait que tandis qu'il examinait les colonnes de chiffres, Tim fut capable de les répéter de mémoire. Martin promit d'arranger les déclarations pour lui permettre de faire des économies, et Tim parut lui en être reconnaissant. Cependant, se reverrait-il ? Se rencontrerait-il encore ? Martin ne se souvenait plus si c'était lui qui avait téléphoné à Tim ou le contraire, mais le résultat avait été qu'il s'était donné rendez-vous pour déjeuner dans un pub. Puis ils avaient bu un verre un vendredi soir. À eu cours de ces rencontres, Martin avait été mal à l'aise et nerveux, mais aussi extraordinairement heureux et plein d'euphorie. Après cela, Tim lui avait rendu assez souvent visite dans son appartement de Cromwell Court. Ce que Martin avait craint lors de leur première rencontre ne s'était jamais reproduit. Tim s'était contenté de lui serrer la main sans le prendre dans ses bras comme il avait été sur le point de le faire en le quittant. Cependant, Tim devait être homosexuel, car quelle autre explication pouvait-il y avoir à sa visible attirance pour lui, Martin ? Comment expliquer autrement que lui-même trouva Tim tellement séduisant ? Car il trouvait séduisant, il avait fini par se l'avouer. Des hommes normaux peuvent trouver certains homosexuels séduisants s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Martin avait lu cela dans un livre de psychologie. Assez bizarrement, et en dépit de son affection pour Tim, il se rendait compte qu'il n'était pas sans défaut. À plusieurs reprises, Tim avait montré de signes de brutalité, d'égoïsme et de cupidité. Tim habitait Stroud Green. Martin lui avait envoyé des lettres d'affaires à cette adresse, mais il ne lui avait jamais téléphoné chez lui. Ce n'était pas sa faute d'en être prié. C'était même la façon dont Tim l'avait regardé et le ton qu'il avait employé qui avait déterminé Martin à ne jamais lui rendre visite. Tim l'avait convié à venir voir son ménage, avec un sourire sardonique. Martin avait compris. Tim vivait avec un homme. Martin n'avait jamais fréquenté d'homme vivant en ménage, avec un autre homme, et cette seule idée l'embarrassait. Il avait opposé un refus poli. Il avait toujours une réponse toute prête et au bout de quelque temps, Tim avait paru comprendre car il n'avait plus insisté. Mais avait-il réellement compris ? Tim avait paru impressionné par l'appartement de Cromwell Court. Ou du moins, il admira ce que Martin lui montra, et il aimait s'asseoir sur le balcon de Martin par un soir d'été en buvant une bière en contemplant le panorama.
Comme son père, Martin mêlait souvent les affaires et les loisirs. Ce fut au cours d'une de ces soirées, alors que Tim venait de lui exprimer son envie d'avoir une maison, qui lui avait suggéré d'acheter un appartement. Il y aurait intérêt surtout en raison du dégrèvement d'impôts que lui vaudrait l'hypothèque, sans parler de la sécurité d'un tel placement. Avec tes revenus actuels et ceux que tu escomptes recevoir des nouvelles que tu as l'intention d'écrire, tu devrais t'en tirer. Mes revenus, comme tu les appelles, sont de l'ordre du salaire minimum garanti que le poste est tenu de me verser, dit Tim en allumant sa 20e cigarette de la soirée. Tu sais à combien se montent ces revenus, mon petit vieux, et je n'ai pas un penny de capital. La seule façon de me procurer de l'argent pour avoir un capital de départ serait de gagner au concours de pronostics. Il faudrait d'abord que tu y joues. Les yeux bleus, qui parfois brillaient d'un vif éclat, étaient calmes et sereins. Oh. J'y joue. J'y joue même depuis 10 ans. Martin avait été grandement surpris. Il supposait que jouer au concours de pronostics sur les matchs de football était uniquement une habitude de la classe ouvrière. Il avait été encore plus surpris de s'entendre déclarer qu'il aimerait y jouer aussi une fois, juste pour voir. Mais je ne saurais pas m'y prendre. Mon cher Livingstone, répondit Tim qui s'adressait souvent à lui de cette façon-là, repose-toi sur moi. Je vais te préparer le terrain. Je t'enverrai un coupon avec le pronostic. Tu n'auras qu'à le recopier et à faire le même toutes les semaines. Naturellement, Martin n'avait eu aucune intention de recopier envoyer ses coupons, et pourtant il l'avait fait. Pourquoi ? Peut-être parce que cela aurait été discourtois envers Tim. Martin supposait qu'il avait dû se livrer à un certain travail pour élaborer ce curieux modèle qu'il recopia religieusement chaque semaine. À 5 reprises, il avait rempli et expédié ses coupons et la 5e fois, il avait gagné 104 000 livres. Il avait gagné grâce à la combinaison que Tim avait imaginée pour lui. En conséquence, Tim était plus qu'indirectement responsable des gains de Martin. N'aurait-il pas dû lui téléphoner dès qu'il avait appris la nouvelle ? Martin revint à Park Road en passant par Woodland. S'il avait pris sa voiture ce matin de mai, ou s'il était passé par Woodland au lieu de prendre le sentier de chez Far Hill, ou s'il avait été en avance ou en retard de 5 minutes, il n'aurait pas rencontré Tim et il n'aurait donc pas gagné cette importante somme d'argent. Dans 1 heure, il serait de nouveau confronté à Tim. Il devait venir le voir à 3 heures. Le but de cette visite était d'établir le montant de ses impôts sur le revenu de l'année précédente, d'après les déclarations des divers journaux qui avaient publié ces articles. Jamais Martin n'aurait eu l'idée de cacher à accent grave Tim qu'il avait gagné si Tim n'avait pas été journaliste. S'il parlait à Tim, la nouvelle de cette fortune récemment acquise étalerait en première page du North London Post de la semaine suivante. Ne pouvait-il demander à Tim de garder le secret ? Il était possible qu'il accepte, mais Martin ne pensait pas que c'était probable. Ou plus exactement, il pensait que Tim s'engagerait à moitié et passerait le tuyau au autre journaliste. Et cette histoire serait encore meilleure lorsqu'il aurait commencé son œuvre philanthropique. Martin réfléchissait toujours avant de prendre une décision importante. Il avait l'intention de bâtir sa vie sur de solides principes. Agir comme si chacune de ses actions était la base d'une loi sociale, telle était sa doctrine. Elle était claire qu'il devait parler à Tim. Il lui devait des remerciements. N'était pas la considération que la publicité pourrait lui rendre la vie difficile pendant quelques semaines qui devait l'arrêter. À supposer qu'il reçoive quelques lettres de quémandeurs et quelques appels téléphoniques, il pouvait y pallier. Il devait parler à tim.et, il devait aussi. Cette nouvelle idée l'alerta tellement qu'il dut arrêter de scruter le dossier de Mrs. Barbara Baer qui était ouvert devant lui. Il devait lui offrir quelque chose. Il lui incombait d'offrir une somme d'argent à Tim. Celui-ci recevait le plus bas salaire que le syndicat des journalistes permettait à ses employeurs de lui payer. Il ne pouvait s'acheter une maison parce qu'il ne disposait d'aucun capital. 10 000 livres permettraient à accent grave Tim de faire un versement initial, et c'était la somme que Martin devrait lui donner. 10% de commission, en quelque sorte. En y réfléchissant, Martin ne trouva pas cette idée plaisante. Tim n'était pas un cas méritant, comme celui de Miss Watson ou de Mrs. Cochrane. Elle était jeune et fort. Il n'était nullement obligé de continuer à travailler pour ce salaire dérisoire. Le fond de la pensée de Martin était que si Tim désirait avoir un peu d'argent devant lui, il devrait commencer par fumer moins. Il avait aussi l'impression que Tim était gaspilleur. Martin continua à examiner les 2 côtés de la question jusqu'à 3h15. Tim était en retard. Les réflexions intimes de Martin ne l'avaient pas mené loin. Sauf peut-être que l'idée de s'expliquer avec Tim devenait de plus en plus inconsidérée et presque immorale. À 3h20, Caroline passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Monsieur. Sage est là ?» Martin. Elle se leva et fit le tour de son bureau en pensant que si Tim lui posait la question,
ou s'il faisait allusion au concours de pronostics, il le mettrait au courant. Autrement, peut-être pas Tim n'était jamais bien habillé. Ce jour-là, il portait un jean noir, un pullover à col roulé qui avait dû être blanc et une veste en coton fané à laquelle il manquait un bouton. Il alluma une gauloise avant même de parler point. « Excuse-moi d'être en retard. » Une audience au tribunal qui a duré plus que prévu point. De quoi donner matière à un article. Tim haussa les épaules point. L'humanité avance toujours sur une couche fragile au-dessus d'un gouffre béant point. Martin acquiesça. Il était frappé par ce que Tim venait d'énoncer. C'était exactement ce qu'il avait ressenti le matin même en se souvenant des faibles chances qui avaient présidé à leur rencontre dans les bois. Est-ce là une citation? Arnold Bennett. L'humanité avance toujours sur une couche fragile au-dessus d'un gouffre béant. Naturellement, le gouffre n'était pas inévitable et n'était souvent qu'une étroit fossé, pensa Martin. Les romanciers sont toujours enclins à l'exagération. Jetons plutôt un coup d'œil sur ces paperasses. On m'a réclamé près de 500 livres d'impôts. Il doit y avoir une erreur, n'est-ce pas? Martin sortit le dossier de Tim. Il examina le commandement. Tim voulut savoir s'il pouvait obtenir une réduction pour ses frais de voiture et si un abonnement à une bibliothèque était déductible de ses impôts. Martin répondit non pour la voiture et oui pour la bibliothèque. Puis il posa quelques questions à Tim et déclara qu'il allait déposer une demande de réduction qu'il adresserait à l'inspecteur des finances. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Tim en était à sa deuxième cigarette. Comment la vie te traite-t-elle, mon petit vieux? Demanda Tim. Très bien, répondit prudemment Martin. Elle était nerveux. Il n'arrivait pas à se décider à parler, ni même imaginer les premières réactions de Tim, son incrédulité, sa stupéfaction et ses joyeuses félicitations. Il reprit sur un ton qui résonna à ses propres oreilles comme parfaitement artificiel. J'ai fait poser dans mon appartement la moquette dont je t'ai parlé. Fantastique. Martin se sentit rougir. Mais l'expression de Tim était sérieuse et même intéressée. Oh. Tu sais, je ne mène pas une vie très excitante. Comme tout le monde, répondit Tim. Il garda le silence pendant un moment. Martin eut l'impression que ses silences étaient pleins d'expectatives, mais Tim écrasa sa cigarette et se leva. Martin s'aperçut qu'il retenait sa respiration. Il poussa un petit soupir. Tim le regarda. Eh bien, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je reçois quelques amis, la semaine prochaine, le samedi 25. Y a-t-il une chance pour que tu sois libre? Quelques amis. Oui. Une petite réunion privée. En fait, ce sera l'occasion de célébrer mon 30e anniversaire, 30 années mal dépensées, cher Livingstone. Je t'en prie, viens. Très bien. Je viendrai avec plaisir. Le quartier est assez peu savoureux, mais le dîner le sera, je te le garantis. Viens vers 7 heures, veux-tu? Martin se sentit soulagé après le départ de Tim. Il n'avait rien demandé. Elle n'avait fait aucune allusion au concours de pronostics. À peine avait-il été question d'argent. Il avait probablement tout oublié à propos des pronostics. Comme j'ai été absurde de me demander si je lui devais quelque chose, pensa Martin. Comme s'il pouvait donner de l'argent à Tim. Comme s'il pouvait même lui en offrir. Pendant tout le temps où Tim était resté là, il avait eu l'impression de marcher sur cette couche mince au-dessus d'un gouffre béant. Cependant c'était faux, la glace s'était épaissie et on pouvait parfaitement patiner dessus. Caroline entra avec le courrier. Monsieur. Sage et très séduisant, dit-elle, il me rappelle Nureyev en plus jeune. Elle ne te servirait pas à grand-chose, ma belle, fut la pensée qui traverse immédiatement l'esprit de Martin. La vulgarité de cette expression suffit à le faire rougir pour la seconde fois de l'après-midi. Soyez gentille, emportez ce cendrier, s'il vous plaît. Ça sent la France, ne trouvez-vous pas? Elle emporta le cendrier en reniflant d'un air appréciatif. Martin se pencha sur les impôts du promoteur pendant encore 1 heure, puis il partit pour Priory Road et s'arrêta au bureau de tabac et dépôt de journaux tenus par les Bavnani. Il se sentait surexcité. Il essayait de se mettre à la place de Mrs. Bavnani, imaginant ce qu'elle allait ressentir dans 5 minutes. Elle aurait compris que quelqu'un se souciait d'elle, que quelqu'une allait donner à son fils la possibilité de vivre et d'avoir un avenir. Elle pleurerait peut-être. Martin se livra à une vision fantaisiste de ce qui se passerait quand il aurait fait son offre, y mettant fin seulement en se rappelant que l'on doit se cacher pour faire le bien, et que la main droite doit ignorer ce que donne la main gauche. C'était une petite boutique à l'ancienne mode. Lorsqu'il ouvrit la porte, une clochette tinta et de l'arrière, boutique surgit Mrs. Bavnani, dans un sari vert sur lequel elle avait jeté un cardigan bleu vif. Par contraste avec ce couleur gaie,
Son visage paraissait parcheminé et plein d'ombre. Quand Martin déclara qu'il voulait lui parler en particulier, elle s'assombrit encore. Néanmoins, elle retourna la pancarte sur la porte, indiquant « Fermé ». Martin bégaya un peu en lui exposant l'objet de sa visite. Elle l'écouta en silence. « Êtes-vous docteur pour opérer Suma ?» demanda-elle. « Non, non, pas du tout, seulement, ma mère m'a parlé de lui et s'il est exact que cette opération du cœur peut être pratiquée à Sydney, je veux vous aider à payer le voyage. Cela coûtera très cher. Je le sais, mais j'ai quelques moyens. Je voudrais que vous me permettiez de payer le voyage pour vous et pour lui jusqu'à Sydney ainsi que les frais de séjour là-bas et le prix de l'opération. Elle le regarda fixement, puis elle baissa les yeux et resta passivement devant lui. Son mari était-il là? Non, pas pour le moment. Martin demanda le nom de leur médecin. Le docteur Gopal à Crouch-End, dit-elle. Elle leva alors ses yeux noirs et tristes et dit, comme s'il était inimportun, comme si l'offre généreuse n'avait pas été faite. Il faut partir maintenant. La boutique est fermée. Je regrette. Une fois qu'il fut dans la rue, Martin ne put s'empêcher de rire intérieurement et de se moquer de lui. Voilà bien la récompense du philanthrope. Naturellement, il aurait été beaucoup plus sensé et pratiqué de s'enquérir d'abord du nom du docteur Gopal et de lui écrire plutôt que de choisir cette façon directe et romantique d'aborder la question. Il écrirait ce soir même au médecin. Il entamerait également les démarches préliminaires pour ses projets sur l'utilisation de la moitié de ses gains. Suma Bhavnanin était qu'un à côté. L'affaire véritablement sérieuse était son plan pour distribuer 50 000 livres. Et elle allait se concentrer là-dessus maintenant que Tim Sage ne pesait plus sur sa conscience. Chapitre 4. Chère Miss Watson, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous nous sommes rencontrés à Noël chez ma tante, Mrs. Bennett. Depuis lors, j'ai appris que vous aviez un problème de logement et que lorsque votre employeur partira vivre à l'étranger, l'année prochaine, vous craignez de vous trouver sans toit. L'objet de cette lettre est de vous demander si je peux vous aider. Je serai prêt à vous avancer une somme d'argent raisonnable pour l'achat d'une petite maison ou d'un appartement, de préférence en dehors de Londres ou de la proche banlieue. Si vous le préférez, vous pourrez considérer cette somme comme un prêt à long terme, la propriété me revenant éventuellement par testament. Je pourrais alors considérer cet argent comme un investissement. Cependant, croyez que ma seule intention est de vous venir en aide pour résoudre votre problème. J'espère que vous me permettrez de le faire. Sincèrement vôtre, Martin W. Urban. Cher Monsieur Dibden, vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais je suis un ami des Tremlett qui sont, je crois, de vos amis. Norman Tremlett m'a expliqué quelles autorités locales, qui se trouvent être vos propriétaires, ont l'intention de démolir le bloc d'immeubles dans lequel vous habitez actuellement et de vous reloger dans un appartement qui serait inadéquat pour y transporter vos livres et votre mobilier. L'objet de cette lettre est de vous demander si je peux vous aider. Je serai disposé à vous avancer toute somme d'argent raisonnable pour acheter une petite maison ou un appartement, de préférence en dehors de Londres ou de la proche banlieue. Si vous voulez bien prendre contact avec moi dès que possible, nous pourrions nous rencontrer pour discuter de ces questions. Si vous préférez ne pas accepter cet argent comme un don, il serait toujours possible de le considérer comme un prêt à long terme. J'aimerais aussi savoir si vous envisagez de vivre en dehors de Londres. Sincèrement vôtre, Martin W. Urban. Cher Mrs. Cochrane, vous avez entendu parler de moi par votre beau-frère. Il m'a dit que vous souffriez beaucoup de vos conditions de logement et que vous désiriez vivement habiter ailleurs. L'objet de cette lettre. Martin avait trouvé ces lettres très difficiles à rédiger. Il abandonna temporairement celle destinée à Mrs. Cochrane parce qu'il n'avait pas encore découvert son adresse. Le docteur Gopal devait avoir reçu sa lettre maintenant, mais il n'avait pas encore répondu. Elle était agréable de penser à la joie incrédule de ces deux personnes âgées quand le courrier arriverait lundi matin. Elle comprendrait, sans ce ressentiment, n'est-ce pas, ce qu'il voulait dire en leur demandant de choisir un logement en dehors de Londres. S'il voulait assister 4 ou 5 personnes, il ne pouvait affronter les prix pratiqués dans la capitale. Il posa ses lettres en allant prendre son apéritif du samedi avec Norman Tremlett au flasque. Le docteur Gopal lui téléphona à son bureau le lundi matin. Il verrait Mrs. Bhavnani ce même jour et espérait pouvoir prendre contact avec l'éminent chirurgien du cœur en Australie. Avec l'accent prononcé qui résonne toujours comme du gallois aux oreilles anglaises, le docteur Gopal l'assura qu'il avait été très ému en apprenant l'offre généreuse de M. Urban. Martin put s'empêcher de se sentir satisfait. Sa mère avait dit que Suma travaillait bien à l'école. Qui sait, grâce à l'intervention opportune de Martin, l'enfant deviendrait peut-être un chirurgien célèbre, un musicien de génie ou un second Tagore.
Gordon Titterton mit fin aux rêves éveillés de Martin en venant lui dire que sa femme avait une place supplémentaire pour la représentation d'Evita samedi soir. Martin aimerait-il en profiter et les accompagner? Martine accepta avec empressement. Tim avait-il découvert quelque chose concernant les Bhavnani? Non que Martin ait fait la moindre allusion sur la source de sa fortune au docteur Gopal, mais Tim n'était pas fou. Si Tim flairait quelque chose, il en tirerait une manchette pour la première page du Poste du lendemain. S'il me rappelle, dites-lui que je suis occupé. Martin ne se soucia pas de demander si Tim avait rappelé ou non dans la journée. Il était maintenant trop tard pour fournir un article au Poste de cette semaine. Il partit seul pour la maison de Copley Avenue, son père ayant un rendez-vous avec un client à Hampstead, et sous une brusque impulsion. Il parla à sa mère des 50 000 livres d'investissement charitable aide de l'offre qu'il avait faite à Suma Bhavnani. Elle l'écouta en buvant son Olorosa et Martin vit qu'elle était partagée entre l'admiration pour sa générosité et son désir maternel naturel de le voir dépenser la totalité des 104 000 livres dans l'achat d'une maison pour lui. Je suppose que je ne dois pas te demander pourquoi? Dit L. Elle aurait été embarrassant d'exposer ses raisons. La vie avait été si extraordinairement bonne pour lui qu'il avait l'impression d'avoir une détinveur le destin. Il ne répondit pas et se contenta de sourire. Qu'en pense ton père? Je ne lui en ai pas parlé encore. Ils échangèrent un regard de complicité. Un regard qui signifiait qu'aussi longtemps qu'il le pourrait, il cacherait une information aussi hautement déconcertante pour Walter Urban. Martin remplit leur verse une seconde fois. Plus tard, après le dîner, Mrs. Urban remarqua. Quand tu m'as dit comment tu entendais dépenser ton argent, je n'ai pu m'empêcher de penser à Mrs. Finn. Qui est Mrs. Finn? Oh. Martin. Ne te rappelles-tu pas de Mrs. Finn? Voyons, elle a été notre femme de ménage. C'était, à l'époque où tu allais encore à l'école. Tu étais adolescent. Une femme blonde, très maigre. Tu n'as pu l'oublier. Je m'en souviens vaguement. Je me suis fait un devoir de continuer à la fréquenter. Je vais chez elle régulièrement. Elle vit dans un endroit si affreux que tu en aurais le cœur brisé. Une pièce, plus petite que celle-ci, est divisée en 3. Il n'y a aucune installation sanitaire. J'avais envie d'aller au petit coin la dernière fois, et je n'ai même pas osé demander où c'était. Il y a des gens si bizarres dans cette maison. C'est un vrai taudis. Pauvre femme. Elle a un fils qui est un peu arriéré, je crois. Il habite l'étage au-dessous. Il est plombier ou quelque chose comme ça. Naturellement, Mrs. Finn elle-même a été mentalement dérangée. La misère et la saleté dans lesquelles vivent ces gens sont incroyables. Elle parla encore longtemps et Martin se fit un devoir d'écouter attentivement, mais il pensa que puisque Mrs. Finn avait un fils pour occuper d'elle, elle n'était pas qualifiée pour recevoir ses bontés. Ne vaudrait-il pas mieux compléter sa liste par un jeune couple avec un bébé? Il était surpris de ne pas encore avoir reçu de réponse de Miss Watsonette, M. Dibden. Il n'y avait toujours rien d'eux le lendemain. M. Cochrane et les journaux arrivèrent ensemble et Martin parcourut rapidement le North London Post, à la recherche d'un article concernant Suma Bhavnani ou pire, concernant Suma Bhavnani en liaison avec lui. J'ai dit qu'il faisait une belle matinée, Martin, dit M. Cochrane avec sévérité en enfilant sa blouse, j'ai dit qu'il faisait beaucoup plus doux qu'est-ce dernier jour. Je suppose que vous trouvez que les réflexions d'un simple domestique ne méritent pas de réponse. Excusez-moi, dit Martin. Le journal ne faisait aucune allusion au Bhavnani ou à lui-même. La première page était consacrée au meurtre d'une jeune fille à Kilburn. Un article qui portait les initiales de Tim. Il fait beau, vous avez tout à fait raison. Comment va votre belle-sœur? À peu près la même chose, Martin.mr. Cochrane passait du liquide sur les cuillères en argent, et cette question parut éveiller ses soupçons. Quand Martin revint avec son pardessus, il dit sèchement. Je ne sais pas ce qui suscite votre intérêt, Martin. Ma belle-sœur n'est pas une fille nubile, ni une de vos pin-up. Ce n'est qu'une malheureuse vieille femme qui est placée comme domestique depuis l'âge de 14 ans. Vous n'auriez jamais l'idée de passer votre temps avec ses semblables. Martin. S'il n'avait su que M. Cochrane quitterait l'appartement à midi, en le laissant plus immaculé que la maison de Copley Avenue, avec ses chemises exquisément repassées, Martin lui aurait botté les fesses en le mettant dehors à l'instant. Il se contenta de soupirer en s'en allant. Au revoir, Martin, dit M. Cochrane sur le ton d'un maître d'école disant au revoir à la fin du trimestre à un élève dont la conduite a été mauvaise. Il était rare que M. Cochrane laissât un message. S'il le faisait, ses notes étaient rédigées sur le même ton désapprobateur et plein de remontrances que dans sa conversation. Martin trouva un billet quand il revint chez lui peu avant 6 heures. Cher Martin, un monsieur.
Sage a téléphoné 2 minutes après votre départ. Je lui ai dit que je n'étais que le domestique et ne pouvais expliquer pourquoi vous étiez parti si tôt. Cochrane Martin froissa le papier et le jeta dans la corbeille vide. Au même instant, le téléphone se mit à carillonner. Martin décrocha. Il semble que tu sois devenu intouchable, dit la voix de Tim. Tu as toute une armée de défenseurs pour te protéger de la presse. Pas vraiment, tu le constates, répondit Martin avec une certaine nervosité. Que puis-je pour la presse, maintenant qu'elle m'a trouvé ? Tim ne répondit pas directement. Il y eut un silence durant lequel Martin devina qu'il allumait une cigarette. Il se préparait pour la question qui allait devenir et fut surpris quand Tim déclara. Je voulais seulement te rappeler que je t'attendais demain soir chez moi. Mon petit vieux Martin avait complètement oublié cette soirée. Cette idée lui était même tellement sortie de l'esprit qu'il avait accepté l'invitation de Gordon pour aller au théâtre. Il prit soudain conscience à quel point il avait toujours détesté que Tim l'appelât « mon petit vieux ». Je suis navré, répondit-il, mais je ne pourrai venir. J'ai d'autres engagements. Tu aurais pu me prévenir. Je suis navré, répéta Martin, puis il ajouta. Je ne pensais pas qu'elle était nécessaire pour ce genre de soirée. Que veux-tu dire, Martin ? Il s'agit d'un dîner, tu l'as certainement compris quand je t'ai demandé de venir à cette heure. Il y eut un long silence, puis Tim ajouta. C'est pour une célébration assez exceptionnelle. Je ne pense pas que mon absence gâche ta soirée. Au contraire, dit Tim d'un ton très froid, nous serons désolés. Et elle raccrocha sans rien ajouter. Jamais personne n'avait coupé une conversation de cette façon-là avec Martin. Il se sentit injustement persécuté. Bien entendu, il avait toujours refusé dans le passé d'aller chez Tim, mais pour une fois, celui-ci lui avait laissé entendre, dès le début, qu'elle ne serait pas une de ces beuveries se terminant Dieu sait comment, et si Hélène n'avait pas oublié, il y serait allé. Si Tim l'avait invité pour dîner, pourquoi diable ne le lui avait-il pas dit explicitement quand il l'avait invité le vendredi précédent ? Martin ressentit une soudaine et violente aversion pour Tim. Quand il recevrait la réponse de l'inspecteur des impôts, il écrirait à Tim au lieu de lui téléphoner. Il l'avait assez vu pour le moment. Laissons passer quelques semaines, pensa-t-il, je l'appellerai vers la Noël. Mais cette nuit-là, il rêva de Tim pour la première fois depuis des semaines. Ils étaient dans la maison de Strangreen qu'en réalité Martin n'avait jamais vue. Tim en avait parlé comme manquant de saveur et dans le rêve, elle était pire que cela. Véritable trou à rats à la Dickens dans sa grotesque vétusté. Il y régnait une odeur fétide. Lui et Tim discutaient à capoter d'un sujet sans importance. Chacun d'eux se jetait à la tête des arguments de plus en plus fallacieux. Tim finissait par être de la plus évidente mauvaise foi. Finalement, Martin ne put en supporter davantage et se lança sur Tim les poings en avant, mais Tim para le coup et ils roulèrent accrochés l'un à l'autre sur un divan profond recouvert de velours rouge qui remplissait la moitié de la pièce. Toujours liés ensemble, ils ne purent en continuer à se battre car le velours rouge était humide et quelque peu détrempé. Il exerçait un effet de succion qui paraissait les attirer dans ses profondeurs. Tim n'était plus là. Le velours rouge était la bouche de Tim et Martin était pris à la gorge et dévoré par un long baiser. C'était le genre de rêve dont on se réveille brusquement avec une impression d'embarras. Heureusement, il était 8h30 quand Martin ouvrit les yeux et il n'aurait pu rester confortablement au lit avec des visions de cette sorte. S'étant ressaisi, il vit que la journée se préparait à être belle et qu'il ferait un samedi plus ensoleillé que d'habitude. À l'heure du déjeuner, la brume matinale s'était totalement dispersée. Martin se demanda s'il irait à pied jusqu'au flasque boire un verre avec Norman Tremlett. Il lui faudrait un quart d'heure pour y aller. Ce n'était qu'à 2 ou 3 minutes en voiture. À eu cours des semaines suivantes, il pensa souvent que s'il avait décidé de marcher ce jour-là, il n'aurait pas été là quand Francesca avait sonné à sa porte et il ne l'aurait jamais rencontrée. Un élan d'énergie l'avait poussé à la promenade qui conduisait à la rencontre avec Tim. De la paresse l'avait fait renoncer à la promenade qui aurait évité sa rencontre avec Francesca. Il devait y avoir là une signification, bien qu'il fût incapable de dire laquelle. Quand la sonnette retentit, il pensa que c'était Miss Watson. Elle n'était jamais venue le voir, mais il ne lui avait encore jamais offert de lui acheter une maison, et il était convaincu que ce ne pouvait être qu'elle. Il ouvrit la porte avec un sourire aimable. Devant lui se dressait un jeune garçon tenant un énorme bouquet de chrysanthèmes jaunes dans les bras. Ce garçon avait d'épais sourcils bruns, de grands yeux noirs et des joues rouges. Il portait des jeans, une sorte de tunique en coton bleu foncé et une casquette qui lui couvrait les cheveux. Monsieur Urban, demanda-t-il d'une voix efféminée. Oui, dit Martin, mais ce ne peut être pour moi. Vous êtes bien monsieur.
Martin Urban, et c'est ici le 12 Cromwell Court à accent gravigat. Bien sûr. Cependant, ce ne peut. Ces fleurs sont donc pour vous, monsieur Urban. Soudain, la casquette tomba, libérant une masse de longs cheveux qui cascadèrent sur les épaulettes de la jeune personne. Car il était évident que ce n'était pas un garçon, mais une femme ou même une jeune fille d'environ 20 ans. Elle s'exprimait une voix lente et posée. Il fait plutôt chaud aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça sur la tête. Vous pouvez voir sur cette carte que ces fleurs vous sont bien destinées. Elle s'efforça de ne pas regarder ses cheveux. Je vous en prie, entrez. Je ne vais pas vous faire attendre la point. Elle avança un peu timidement et hésita devant les portes ouvertes, ne sachant dans quelle pièce entrer. Par ici, dit-il. Voyons, on n'envoie pas des fleurs à un homme, à moins qu'il ne soit malade. Elle se mit à rire. En pleine lumière, devant les larges baies vitrées, il fut stupéfait de constater à quel point elle était jolie. Grande et mince, elle avait une ossature délicate avec un visage rosé qui s'épanouissait quand elle riait. Heureusement qu'elle ne pouvait se douter qu'il avait d'abord prise pour un garçon. C'était sa minceur, ses sourcils épais, ce regard décidé, une certaine allure d'éphèbe qui ne la rendait que plus séduisante. Il eut brusquement conscience de la senteur profonde et agressive des chrysanthèmes. Où est cette carte ? Demanda il prit les fleurs et trouva la carte fixée sur la gerbe. Le message était tapé à la machine, la signature illisible. Merci pour tout, lut-il à haute voix, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Le nom est gribouillé, dit-elle en se penchant sur la carte. Ce pourrait être Ramsay ou Bowie. Non ? Je peux essayer de le retrouver, si vous le désirez. Debout devant la fenêtre, il voyait la camionnette dans laquelle elle était venue. C'était un véhicule bleu sur lequel on pouvait lire sur le côté « Floréal, 414, Archway Road. » Votre magasin n'est-il pas à l'angle de Muswell Hill Road ? Je passe devant tous les jours en allant travailler. En semaine, nous ne fermons pas avant 6 heures, vous pourriez se passer lundi. Je vous téléphonerai plus tôt, répondit Martin en songeant à la difficulté de se garer. Était-ce un effet de son imagination, ou bien la jeune fille parut elle éprouver un regret ? Après tout, il pourrait garer sa voiture à Hill Gardens et parcourir une centaine de mètres à pied. Je viendrai lundi vers 5h30, dit-il de sa fenêtre, il la regarda s'éloigner. Martin enfila un veston et partit pour le flasque retrouver Norman Tremlett. Il était 1h35. Lorsqu'il revint, la première chose qu'il eut à faire fut de mettre ses fleurs dans l'eau. Il ne connaissait personne s'appelant Ramley ou Broset, ou rien d'approchant. Il dut utiliser une carafe à eau aussi, bien que le vase en cristal suédois et la coupe en porcelaine de Copenhague. Pendant un instant, il songea à offrir ses fleurs à Gravalis Titerton. Elle penserait qu'il les avait choisies. C'était triste à constater, mais les chrysanthèmes étaient des fleurs laides. Martin avait toujours pensé que, par définition, toutes les fleurs étaient belles, mais celle-ci était affreuse, hideuse. Elle ressemblait davantage à des légumes qu'à des fleurs. On aurait dit des sortes d'artichauts. On les imaginait facilement cuites et servies avec une sauce poulette. Elle examina à nouveau la carte. Ce n'était pas Ramsay mais, oui, bien sûr. Bhavnani. Quoi de plus vraisemblable que Mrs. Bhavnani lui envoya de fleurs pour exprimer sa gratitude. Une indienne ignorait que ce n'était pas la coutume en Angleterre d'adresser des fleurs à un homme et pour une œil orientale, ces gros tubercules sphériques ne paraissaient pas aussi monstrueux. Cependant, si c'était Mrs. Bhavnani, le message était étrangement rédigé « Merci pour tout. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Et pourquoi serait-elle venue jusqu'à Arch Road, alors qu'il y avait une fleuriste dans le même bloc d'immeubles où elle habitait à Hornsey ? Il était aussi vraisemblable que Miss Watson, qui habitait Highgate, fût la mystérieuse expéditrice. Son salon était transformé et rendu un peu absurde par cet envahissement de chrysanthèmes jaunes vifs à l'odeur amère d'aloès. Pendant tout le temps Psoy les disposa, Martin se creusa l'esprit pour se souvenir de l'incident passé que lui rappelait ce parfum. Soudain, il se souvint. 10 ou 12 ans plus tôt, des amis de sa mère lui avaient envoyé des chrysanthèmes. Ils lui avaient paru délicats et fragiles avec leurs pétales rose pâle, mais l'odeur était la même. Martin se rappelait aussi être entré au salon où la frêle Mrs. Finn pleurait parce qu'elle avait fait tomber un vase qui s'était brisé. Les fleurs roses gisaient dans des petites flaques d'eau et Mrs. Finn versait des larmes amères comme si qu'était son cœur et non le vase qui était brisé. Quelle chose extraordinaire que la mémoire, pensa Martin. À quel pouvoir d'évocation arrive-t-on par association d'idées ? Il revoyait Mrs. Finn telle qu'elle était cet après-midi-là, pleurant sur le vase cassé ou peut-être sur son doigt coupé qui saignait en larges gouttes rouges.